autre chose que d'une fidélité à ses goûts. Il a défendu avec passion et talent l'art qu'il aimait. Si ses jugements sans tiédeur ni prudence lui ont fait parfois des ennemis, on l'a vu tout à l'heure, ils lui ont surtout valu des amitiés indéfectibles. Jacques Busse a fait un très bel hommage aussi à papa, là ça a été après sa mort. Il nous accompagnait avec un intérêt tendre pour nous et sans concession pour notre œuvre. Certes, Dorival a toujours privilégié l'art français, et précisément la peinture, ce qui ne l'a pas empêché de s'exprimer sur Chirico, Lanskoï ou Dali, et de se manifester partie prenante dès l'apparition imprévisible du sculpteur César. Seulement, il a toujours professé qu'un historien de l'art contemporain ne pouvait honnêtement partager les affres de la création que des artistes de sa génération. Sa génération, c'était les Bazaine, Manessier, et jusqu'à Soulages, mes amis et moi-même. Puis plus loin, dans le cas de Dorival, très mélomane du XVIIIe, papa aimait beaucoup la musique Bach, Mozart, il était préparé à la revendication par les artistes de l'abstraction de l'autonomie de leur art envers la représentation et la réalité. Vous avez un petit film magnifique de Manessier où il insiste beaucoup sur le rapprochement entre la peinture qu'ils font et la musique, en disant finalement maintenant, ce qu'on a découvert, c'est la forme et la couleur. On n'a plus besoin de la figure. Et en ce sens, c'est de la musique. Et plus loin, ces péripéties ont contribué à décider le normalien, anciennement déserteur de l'enseignement, à rejoindre ce qu'il a qualifié de son alma mater, où il m'a donné l'occasion, alors que j'étais à peine bachelier, de professer à son côté en Sorbonne. Décidément, ce normalien n'était pas très conforme à la norme, mais il était pour nous tellement approprié. Et Quinault, un dernier hommage, parce que c'était très beau aussi. Quant à nous les peintres, depuis les plus connus jusqu'aux plus modestes, ils ne cessaient de s'intéresser à notre navigation solitaire et à nos recherches. Conservateur en chef du Musée national d'art moderne, il prenait la peine de se déplacer pour venir voir nos expositions, malgré ses nombreuses obligations. Même jusque dans les plus modestes galeries, il n'était pas rare que grâce à lui, la commission d'achat vienne acquérir pour l'État une œuvre peinte, sculpture, gravure, qu'il avait minutieusement et longuement choisie. Voilà ce que... Et pour terminer, cette image d'un bout de litho d'Artoum qui a cette phrase magnifique « Je vous remercie infiniment pour votre grande amitié ». Il était très lié avec Artoum. Enfin, dernier aspect de mon père, et on va y aller très vite, c'est que malgré tout ça, c'était un père extraordinairement présent et aimant. On va le voir dans quelques images. Là, je suis le petit blond, l'avant-dernier, là. Ça c'est en 1950, dans notre maison à la montagne, à Saint-Gervais. Un peu plus loin, vous avez là papa et maman beaucoup plus tard. Et puis dernière image, c'était les 50 ans, les noces d'or de papa et maman, un rassemblement familial. Papa déjeunait tous les jours à la maison. À cette époque-là, on circulait assez facilement dans Paris, et il allait de rue Notre-Dame-des-Champs au musée d'art moderne, ça lui demandait un quart d'heure en voiture, il n'y avait pas de problème pour se garer encore à cette époque, c'est au milieu des années 60 que ça devenait difficile, donc il venait toujours. Et on avait des déjeuners toujours évidemment très intéressants. Et il jouait beaucoup avec nous après le déjeuner, on faisait le train espagnol, plein de choses comme ça quand on était petits, puis après éventuellement il nous faisait travailler. Anne faisait du latin avec papa de temps en temps. On travaillait beaucoup. Et l'été, à Saint-Gervais, il était aussi très présent. Et un jour il travaillait, un jour on allait en montagne, se promenait en montagne avec lui. On jouait beaucoup, vous verrez dans le texte que Jeanne Busse, la femme de Jacques Busse, a fait, là, dans le catalogue. Elle raconte comment elle est étonnée de voir les ours sauter sur le ventre de papa en disant nanar, nanar, nanar. On l'appelait nanar. Mais c'était... Et je crois que tous ces enfants, beaux enfants, petits enfants, ont eu une passion pour cet homme. Hein. Mais mes 4 enfants ont vécu une partie de leur vie chez leurs grands-parents, dans la grande adolescence. Ils en gardent des souvenirs assez extraordinaires. Voilà ce que je voulais dire sur papa et l'homme des musées. Je voudrais centrer le propos, mais c'est comme ça qu'on l'avait prévu ensemble, tous les deux, rassurez-vous, précisément sur Dorival le conservateur, parce que là encore, vous voyez qu'on est l'un et l'autre dans ce mouvement. Vous avez, dans ce récit extrêmement vivant que Pascal vient de vous faire, le souvenir dans ce qu'il a de plus fort
d'une relation familiale et affective. Et voici que cet homme exceptionnel risque, pour le quart d'heure, 20 minutes qui m'est échu, de lui échapper. J'espère qu'il n'en voudra pas. Parce que précisément, et vous l'avez compris, ce père aimant, cet homme au goût très sûr, est aussi un des professionnels les plus étonnants du monde des musées de l'immédiate après-guerre et jusque les années 70. Et la première chose, je commencerai un petit peu par là, c'est que c'était précisément pour moi-même d'abord, et pour Franck Devedjian aussi maintenant, une véritable aventure que de rentrer dans cette mémoire familiale et dans cet univers, je parle vraiment d'univers, cet univers artistique de Bernard Dorival que ni Franck ni moi-même, sauf erreur, n'avons connu. Nous étions l'un et l'autre trop jeunes pour avoir pu avoir la chance de travailler avec lui. Les Villadier l'ont connu, très bien. Voilà, mais c'était une autre génération. Donc, ne connaissant pas l'homme, et finalement être amené à travers cette mémoire à saisir le professionnel à travers l'homme. Et c'est, me semble-t-il, une sorte d'aventure tout à fait singulière, une vraie chance pour nous de pouvoir rentrer dans cette aventure et rentrer d'une certaine manière dans l'art par sa phase la plus troublante qui est la phase intime. Mon envie est de resituer un petit peu rapidement le propos qui vous a été fait et de parler un petit peu. Donc, je ne sais pas si je vais parler de Bernard Dorival conservateur, ne l'ayant pas connu, mais finalement parler un petit peu de cette problématique du métier de conservateur pour peut-être comprendre encore mieux à la fois l'homme, Bernard Dorival, et son rôle absolument capital dans notre profession et dans le tissu des musées français. Et au-delà de ça, être amené, ça c'est quelque chose qui est peut-être moins présent évidemment dans ce propos, être amené à résoudre cette espèce d'apparente contradiction entre le conservateur, je voudrais quasiment dire le fondateur du Musée national d'art moderne, et le fondateur, ça je peux le dire sans problème, du Musée national de Port-Royal des Champs. Pour le Musée d'art moderne, Cassou a joué le même rôle que lui. C'est les cofondateurs. Oui. Ils sont cofondateurs, mais on sent effectivement la personnalité forte de l'homme. Ils sont donc partagé les rôles. Oui. Ils avaient une demi-génération, donc l'un a pris les artistes de son âge, l'autre les plus jeunes. Voilà. En tout cas, vous voyez qu'on est en présence de deux fondations de musées nationaux, et pas des moindres, puisque ce sont des fondations, même si le musée d'art moderne est une idée du Front populaire, c'est un musée qui n'ouvre que sous la 4e République, ce qui veut donc dire que Bernard Dorival a fondé les deux seuls musées de la 4e République. Et qui sont, vous voyez, parfaitement antinomiques peut-être pas d'ailleurs, puisque l'un est un musée qui traite essentiellement du XVIIe siècle avec un appendice XVIIIe et un peu XIXe, et l'autre qui traite de l'art vivant. Alors, peut-être, et c'est pour bien vous situer finalement cet homme dans le milieu professionnel, c'est une question qu'on nous pose à nous encore aujourd'hui, mais ça fait quoi un conservateur ? Et puis finalement, qu'est-ce qu'un conservateur ? Comment est-ce qu'on devient conservateur ? Il faut bien voir que dans le cas de Bernard Dorival, et ça Pascal l'a montré, on n'est pas du tout dans le mode de recrutement et les circulations que nous connaissons nous aujourd'hui, puisque vous voyez que c'est un normalien, c'est un littéraire, c'est quelqu'un qui a une formation parfaitement classique pour son époque, à tous les sens du terme, normalien et qui plus est agrégé de lettres classiques, donc rien qui, a priori, le conduirait à des carrières dans les musées, puisque à l'époque, évidemment, l'école du Louvre existe déjà, mais ça n'est pas un homme qui, à la base, a une formation d'art. C'est un littéraire, peut-être précisément parce que c'est l'école normale qui fournit à l'époque les élites et les encadrements des grandes structures administratives et accessoirement une large partie du personnel politique, cela avant la création d'une école fortement décriée aujourd'hui qu'on appelle l'École nationale d'administration. Voilà. Donc c'est sans doute dans ce contexte-là, vous voyez, c'est un homme qui fait partie de cette
de cette élite culturelle attachée à l'école normale et qui, par choix, par goût, et peut-être à la suite d'un certain nombre de circonstances, qui parvient à franchir la porte des musées. Vous voyez qu'on est dans un processus qui est encore un processus qui a existé jusqu'à la création de l'école puis Institut national du patrimoine aujourd'hui, qui forme maintenant les professionnels des musées, alors que à ces époques-là, on est finalement dans une époque de transition où le 19e siècle confiait les grands musées aux peintres couverts de gloire, mais parfaitement démodés et sans commande artistique. Je pense, je sais pas, Célestin Nanteuil, directeur du musée de Dijon à la fin du Second Empire, par exemple. À ce qu'on a appelé la liste d'aptitudes, finalement des gens qui pouvaient être reconnus par leurs compétences capables de pouvoir prendre la responsabilité d'un musée qu'à l'époque on pouvait appeler ou classer ou contrôler, mais pas de formation spécifique. C'est donc, voilà, un homme de culture classique qui rentre dans les musées. Je crois que là aussi, et je voudrais juste reprendre, sans insister beaucoup là-dessus, je crois que l'autre chance de Bernard Dorival, c'est précisément ce milieu familial exceptionnel. Parce que je pense que c'est à l'école de son grand-père Beurdelais qu'il a acquis ce regard, ce goût, cet œil, et peut-être probablement cette aisance dans le monde des créateurs contemporains qui le rendait naturellement susceptible d'être un grand conservateur d'un musée en devenir qui était ce musée national d'art moderne. J'allais donc dire que, vous voyez, dans finalement cette période où les choses sont sans doute moins complexes que dans notre société très normalisée, avec des carrières bien tracées et parfois bien trop étanches, c'est un ensemble de prédispositions qui permet à l'homme de rentrer sans passer par un certain nombre de voies trop balisées aujourd'hui dans ce type d'institution. Je ne reviens pas sur ce rôle de Bernard Dorival au Musée national d'art moderne, c'était l'essentiel du propos de Pascal. Je voudrais simplement donner quelques éléments de réflexion sur ce qu'il a pu dire et pour aller plus loin précisément sur Bernard Dorival et ce Musée national d'art moderne. Vous l'avez compris, on est en présence d'un musée en devenir parce qu'il n'existe pas, donc ce projet de l'avant-guerre qui voit jour dans l'après-guerre. C'est un musée en devenir également parce que, et c'est peut-être là le problème, c'est un musée d'artistes vivants. Là-dessus, je voudrais juste poser en fait trois questions. La première question, bien sûr, c'est la question des collections. Question des collections, puisque, vous l'avez compris, s'adressant aux artistes vivants, se rendant dans les ateliers, fréquentant les salons, les galeries, on est en présence d'un véritable dilemme qui existe encore pour nos collègues qui ont des collections d'art contemporain et qui continuent à acquérir et à enrichir ces collections. On a les mêmes questions aujourd'hui aussi dans les fonds régionaux d'art contemporain. Quels sont les critères, quelles sont les raisons qui vont conduire un professionnel de musée à retenir l'œuvre d'un Bazaine, l'œuvre d'un de Stahl, ou à rejeter, parce que Pascal ne l'a pas dit, l'œuvre d'un Lorgeon. Et il en a acheté. Il a fini par en acheter. Mais il y a cette vraie question qui est la question du goût, la question du choix. Et puis, on l'a entendu, c'est encore le cas aujourd'hui, la question économique. La question économique liée précisément au coût d'une œuvre et au prix d'achat que l'État ou les collectivités responsables de collection sont susceptibles de pouvoir mettre pour faire rentrer dans les collections publiques une œuvre d'un artiste donné. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est précisément la question de ces musées d'artistes vivants. Éternelle question, si je peux le dire, puisque finalement, voilà 200 ans que nous avons en France des musées d'artistes vivants. Le musée d'artistes vivants, vous le connaissez pour le 19e siècle, c'était le musée du Luxembourg. Je pense que, en l'occurrence, le musée national d'art contemporain n'est absolument plus dans la même logique. Le musée du Luxembourg, c'était l'antichambre du Louvre, c'est-à-dire dans une sorte de concours académique
qui permettait de distinguer parmi les artistes vivants ceux qui seraient les dignes successeurs de leurs grands ancêtres dans les grandes collections publiques nationales au Louvre. Et lorsque l'artiste mourait, il passait du Luxembourg au Louvre. Avec des effets retard, parce que l'administration a toujours été la même, qu'on soit au 19e ou qu'on soit au 20e. Parce qu'on voit par exemple qu'un artiste, que moi je montrerai bientôt à Port-Royal, qui s'appelle Bracassa, meurt en 67, mais est toujours exposé au Luxembourg en 73. Il a fallu le temps, sans doute, que la note administrative arrive pour le transfert vers le Louvre. Mais on est dans une véritable logique qui ne semble plus aujourd'hui être la nôtre, puisque finalement on se trouve en présence d'une institution qui est créée à un moment donné, qui constitue des collections, et on a le sentiment que ce mouvement des collections, à l'intérieur même du réseau des musées, soit de l'État, soit des collectivités, ne fonctionne plus. On est en présence d'un musée en crise en 69, Pascal l'a montré. Pourquoi a-t-on rempli ce musée national d'art moderne de toutes ces vieilleries démodées, peuvent dire les gens de 69? Mais ce n'étaient pas des vieilleries démodées lorsqu'elles sont rentrées dans les années 50. On a bien ce problème-là, et la revendication finalement des 68 arts, déménageons les vieilleries du musée d'art moderne, pourrait très bien se reposer aujourd'hui. Est-ce que Beaubourg continue à être le lieu d'acquisition et de présentation de l'art moderne? C'est peut-être le cas, mais que deviennent donc du coup ces collections qui progressivement se patrimonialisent? Et toute la question est sans doute une question commune à se poser sur comment est-ce qu'une collection d'artistes vivants devient une collection patrimoniale, avec une autre question, on la connaît aussi, qui est l'évolution du goût. Comment un artiste acheté de son vivant peut rentrer comme un maillon constitutif de notre histoire commune de l'art, ou comment est-ce qu'il en est exclu? Toujours pour reprendre un exemple 19e, vous avez à peu près un gros tiers des collections achetées entre 1870 et 1914 qui ne sont pas présentées au public aujourd'hui. Parce que le goût a évolué et parce que notre reconstruction rétrospective de l'histoire de l'art a conduit à exclure un certain nombre d'artistes qu'on juge de manière souvent trop sommaire comme de purs académistes sans génie, alors que simplement ils ne participent pas d'un mouvement général d'histoire de l'art. Ce qu'on a pu reprocher à Bernard de Rival en 69 s'inscrit, me semble-t-il, dans la même logique et pose simplement la question de notre responsabilité professionnelle. Lorsque nous achetons des œuvres, nous les achetons d'abord pour la délectation du public, pour le plaisir, pour la transmission, mais nous avons aussi effectivement une véritable mission, mais qui est ambivalente, de pouvoir peut-être choisir ce qui correspond au goût du public pour lequel nous travaillons, mais construire aussi une histoire par rapport à ce que nous faisons entrer dans nos collections. Donc la constitution d'une mémoire collective, en responsabilité pour un conservateur, c'est sans doute ça, à mon avis, la chose la plus importante pour Bernard de Rival au Musée national d'art moderne. Deuxième aspect, deuxième question, c'est Bernard de Rival, le conservateur de Port-Royal. Là, je vais pouvoir être un tout petit peu plus abondant, puisque Pascal n'en a pas parlé, sans l'être trop, rassurez-vous. Deuxième musée national créé par la 4ème République, et il n'y en a que deux pendant cette période. Musée complètement antinomique, puisqu'on est dans un espace qui est l'espace plutôt du XVIIe siècle, et qui pose là encore la question de comment cet homme est arrivé là. Une anecdote que les enfants de Bernard de Rival racontent souvent, elle est magnifique, je me l'approprie avec leur permission. C'est un conservateur bénévole, puisqu'il le fait en plus de l'immense travail qu'il mène au Musée national d'art moderne. Rapidement pour l'histoire de cet établissement, le site de Port-Royal est une propriété privée à multiples propriétaires jusqu'à la fin de la guerre. La mise en vente du domaine émeut les pouvoirs publics, c'était le bon temps. Il y a d'autres domaines en vente aujourd'hui qui n'émeuvent personne. Et
sur une rumeur qui tendrait à laisser entendre que peut-être les jésuites rachèteraient Port-Royal. Les jésuites ont hésité entre les Fontaines et Port-Royal. Deux personnalités marquantes de l'époque arrivent un jour dans le bureau du secrétaire d'État aux Beaux-Arts de l'époque. Ces deux personnages sont Mauriac et Monterland, et disent, monsieur le secrétaire d'État, il faut sauver Port-Royal. Vous savez, et ça n'est pas neuf, lorsque vous avez un bâtiment sur les bras, vous avez toujours un élu, un député, un maire, que sais-je d'autre, qui vous dit, si vous ne savez pas quoi en faire, faites-en un musée. Ou faites-en une galerie d'art, voilà. Enfin, disons que l'alibi culturel ou patrimonial est souvent une réponse, la plus simple, en apparence, pour pouvoir réussir à donner une sorte de second souffle, de seconde vie à un bâtiment ancien, historique ou patrimonial. C'est le cas effectivement de Port-Royal, avec une véritable problématique, qui est que, moi c'est une chose que je dis aux étudiants que je peux avoir, un musée ce sont des collections. Et qu'on ne crée pas un musée ex nihilo, on est sur le même problème que sur le problème rencontré, évoqué tout de suite, sur le Musée national d'art moderne. Alors, pour ce qui est de Dorival, la première chose, premier aspect, on va retrouver finalement les mêmes caractéristiques. C'est d'abord un littéraire. Et c'est un littéraire amoureux de Racine, par amour de la langue, je pense, et amoureux de Racine à travers, ou au nom, dirais-je, d'un engagement religieux personnel, donc fasciné par Port-Royal, dans ce que Port-Royal, à travers Racine, porte d'héritage religieux. À ce titre-là, et pendant qu'il gardait les collections évacuées de Paris pendant l'occupation, il écrit, sans note de mémoire, un ouvrage qui s'appelle Du côté de Port-Royal, et qui est une formidable biographie du jeune Racine élevé à Port-Royal. C'est une des raisons, il y en a d'autres, qui ont conduit le secrétaire d'État à dire « Monsieur Dorival, vous avez encore les dimanches pour vous occuper de créer ce musée nouveau que nous appelons tous de nos voeux. » Voilà. Donc, premier aspect, donc, c'est le normalien, finalement, et le littéraire qui se trouve nommé à la tête de ce musée qu'il faut créer. Autre aspect, à mon avis, fascinant, et qui montre sans doute, là aussi, la grande souplesse intellectuelle et la prodigieuse capacité de travail de Bernard Dorival, c'est qu'on voit très vite que lorsqu'on lui confie ce musée, il adhère rapidement à l'état de la recherche historique de l'époque. Et la recherche historique de l'époque sur le Port-Royal et le jansénisme, ça n'est pas rien, puisque vous avez d'un côté Jean Orcival, et vous avez de l'autre côté Thavenot. C'est-à-dire, je dirais, sans malice et sans aucun esprit de polémique les derniers réels historiens de Port-Royal, qui sont, là encore, dans un moment où on est en train de mettre et de construire une connaissance historique de Port-Royal. Bernard Dorival, comme conservateur, se coule complètement dans l'historiographie de l'époque pour essayer de construire et d'imaginer le parcours. J'ai fait allusion à l'engagement religieux de Bernard Dorival, ce qui est aussi tout à fait remarquable dans ce travail à Port-Royal, et ce qui, à mon avis, est très intéressant dans l'analyse que je vous propose de l'homme dans son rôle administratif, c'est que précisément la question religieuse n'apparaît pas ou ne prend pas place dans la conception du musée tel qu'il le met sur pied dans les années 50. Il y a une véritable séparation entre ses convictions personnelles et la façon dont il a voulu traiter le musée. À ceci près, je voudrais quand même, juste une parenthèse que je rajoute en écoutant Pascal, souligner malgré tout que, à travers le récit que Pascal vous a fait, vous pouvez aussi sentir que le conservateur, sur la question religieuse, mais c'est vrai pour d'autres questions, peut avoir aussi un véritable rôle sur des questions de société. Et si on n'en prend que, finalement, la question religieuse, vous voyez comment Bernard Dorival intervient deux fois dans le débat, non pas religieux, mais de l'art religieux.
Le premier, avec Germaine Richier, qui est vraiment cette question du discours artistique attaché à la sphère religieuse, et ce qui est une véritable question, et une véritable question, vous voyez que la polémique pose bien la question religieuse, question esthétique. J'aurais tendance à poser aujourd'hui la question, dans un univers plus serein, est-ce qu'on peut vraiment dissocier ces deux questions? Je me contente de poser la question. L'autre intervention, et c'est plutôt dans une mise au contexte, que le fait que Jean XXIII demande à des conservateurs un avis technique sur l'ouverture des salles du musée du Vatican, qui est un des musées les plus extraordinaires en art classique, précisément, antique et classique, ouverture de ces salles à l'art contemporain, c'est bien aussi une expertise dans un contexte qui est un contexte tout à fait particulier, du début du Concile Vatican II, et de la question de la place des décors ou des objets d'art ou des objets religieux dans le contexte d'une église qui cherche à rénover ses cadres et son contexte. Vous voyez que, là encore, il ne s'agit pas d'une intervention de type prosélytisme religieux au sein d'un discours professionnel, mais bien d'une expertise qui peut accompagner des questions qui, au-delà même de la conservation, se posent sous l'angle d'une construction sociale ou d'une construction culturelle attachée au monde social. Je crois que c'est quelque chose que je voulais souligner, et souligner en creux, parce que précisément, ce n'est pas le propos de Dorival à Port-Royal, qui s'est tenu à une analyse plus politique et plus littéraire et philosophique de la question sur le musée. Là encore, et c'est là que ce métier, à mon avis, est un métier merveilleux, il faut voir que c'est peut-être un des rares métiers où on peut avoir une liberté d'action sur le devenir de ce type d'institution, toujours pareil, en prise avec le souhait et la demande des publics qui viennent. Car si ce musée de Port-Royal, dans sa conception, est à l'époque un musée d'histoire politique et un musée d'histoire, c'est même pas un musée d'histoire, un musée identitaire d'une France classique et qui se croit encore classique à l'époque, le musée de la belle langue, le musée du XVIIe comme le modèle social partagé. Bernard de Rival, par son goût personnel, et c'est le dernier aspect, l'ouvre à l'œuvre de Philippe de Champaigne pour en faire aussi un musée d'art, ce qui, peut-être, ne rentrait pas initialement dans la commande. Un dernier aspect, et un aspect également étonnant, cet homme incroyable qui fait des biographies des plus grands artistes du XXe siècle, travaille depuis la fin des années 40 à une grande thèse d'histoire de l'art, cette fois-ci classique. Classique sur l'œuvre de Philippe de Champaigne, dont il fera le premier grand catalogue raisonné de l'œuvre, peinte, dessinée, gravée, qui est un travail absolument colossal, le travail d'une vie qui transparaît dans un choix qui lui est personnel et qui fait évoluer durablement cette institution vers autre chose. Voilà, une fois encore, comment une personnalité peut influer malgré tout sur le dessin d'une institution. Voilà un petit peu les grandes lignes, je ne veux pas aller tellement plus loin. Vous avez eu une abondance d'informations sur cet homme incroyable qui était Bernard de Rival. Je voulais simplement reprendre en conclusion tout ce qui avait pu être dit sur cet homme. Vous l'avez compris, c'est un homme d'un goût incroyable, qui a eu, par les hasards de la vie et aussi par un certain nombre de démarches volontaires, l'extraordinaire chance de côtoyer les plus grands artistes de la deuxième moitié du XXe siècle, qui a eu la chance d'avoir entre les mains les destinées de plusieurs institutions qui comptent aujourd'hui dans le réseau des musées. C'est un homme qui a sans cesse exercé son métier avec une immense passion. Il est toujours là, dans les endroits où il a travaillé. Et je prendrai pour conclure simplement ce mot par lequel Franck de Végian a ouvert cette soirée,
c'est un honnête homme.